C'est une histoire qui a commencé il y a bien longtemps. À 15 ans, je voulais devenir astronaute. J'étais passionnée par les étoiles. Et beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que cette passion, c'était simplement d'imaginer comment ça ferait de voir l'humanité de loin, dans un silence cosmique, et de me dire que ça, c'était une forme d'unité du vivant, et c'est peut-être ça qui m'attirait dans ce rêve initial. Plus tard, j'ai pas fait astronaute, tout simplement parce que je portais des lunettes et je détestais les maths. Tu détestais ? Les maths. Il fallait être bon en maths pour faire maths sup, maths spé. Et ne sachant pas quoi faire, à 17 ans, c'est l'année où Diana est morte. Et à la télé, même à Pondichéry, parce que j'étais là-bas à cette époque, ils nous bassinaient de tout ce qu'elle avait fait dans l'humanitaire. Et je me suis dit, en fait, c'est beau ce qu'elle a fait quand même, par rapport à certains actes, certaines fondations qu'elle avait créées un peu partout dans le monde pour aider des gens. Et ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, je vais me lancer en médecine pour faire de l'humanitaire. Et une fois arrivée à la fac de médecine, très vite j'ai déchanté parce qu'on s'intéressait à la maladie. On s'intéressait à trouver des solutions pour guérir des maladies. On était très fort en pathologie, en mise en place de diagnostic, mais on avait un peu mis de côté la magie du vivant, en fait. Alors que c'était une partie qui m'intéressait beaucoup. Comment est-ce qu'un corps, un être humain arrive à la vie et comment, théoriquement, de la naissance à la mort, il peut vivre pleinement toutes ses ressources et profiter de la vie. Ça, on avait un peu mis de côté. Et là, je reviens à mes racines et je me dis peut-être qu'il y a d'autres manières de voir la médecine, en plus de ce que j'avais appris en médecine occidentale. Et c'est là que je reviens à mes racines en Inde et que je découvre l'Ayurveda, le yoga, qui sont des approches très globales, qui ne mettent pas, qui séparent pas la médecine occidentale du reste, mais qui essayent de voir comment on peut combiner le meilleur de tout ça. Et ça me parle beaucoup. C'est un peu les prémices pour moi de cette notion de médecine intégrative. Et c'est en tombant sur des photos sur internet de soldats américains en train de faire des postures de yoga, que je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça, que l'armée américaine aussi s'y mette. Donc je vais faire un tour aux États-Unis et là je découvre donc que cette approche de médecine intégrative est répandue dans les milieux hospitaliers universitaires et que c'est très développé depuis 20 ans. Je reviens en France et je me dis, mais ça serait bien d'apporter cette approche en France parce que le système de santé français est aussi au bord de la crise de nerfs, comme on peut dire. C'est juste qu'on ne l'admet pas encore dans les lieux publics, alors qu'il y a quand même 70% de soignants en burn-out aujourd'hui. Et la profession qui se suicide le plus, c'est les médecins généralistes. Et on n'en parle pas. Et là, je me dis, c'est dommage parce que c'est des gens qui s'engagent dans des carrières très prenantes. Comment ça se fait que des gens qui choisissent une vocation décident d'arrêter, décident de se suicider? Il y a vraiment un décalage. Et donc, il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter une vision uniquement de médecine conventionnelle. Et je suis partie avec une caméra faire mon road trip aux États-Unis pour interviewer des médecins, des thérapeutes, des chercheurs sur ce sujet de la médecine intégrative. Et l'idée, c'est d'en faire un documentaire pour voir comment l'Occident s'est ouvert à des sagesses anciennes, en partant des États-Unis, comment l'Orient, comme l'Inde, s'est ouvert à la médecine moderne pour créer une approche intégrative à sa sauce. Et j'aimerais terminer par l'Europe, et plus précisément la France, pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on peut rebondir sur le fait qu'on est l'un des pays les mieux protégés grâce à la sécurité sociale qui existe, je dirais, qui est assez unique en France? Est-ce qu'on peut aussi parfaire notre approche de la prévention et de la santé au sens global? C'est un peu ça mon questionnement et mon envie de partage. Et tu
penses que ça peut venir par où ça peut commencer en France ou si ça a déjà commencé, mais j'ai pas l'impression. Je pense que ça a commencé par les gens qui sont à la demande de... en fait, je m'intéresse énormément au mouvement initiateur aux États-Unis, puisque ça a commencé dans les années 90. Et on est exactement en train de reproduire la même chose 20 ans plus tard. Donc en fait, il suffit de se caler à leur histoire et de voir. Et eux, ça a commencé parce qu'un médecin de santé publique avait fait une étude et s'était rendu compte que 70% des Américains utilisaient des approches de médecine alternative et complémentaire. Et aujourd'hui, en France, c'est exactement les mêmes chiffres. Donc c'est les gens qui demandent. C'est pas... 70% des Français ont déjà utilisé dans l'année précédente, enfin c'est une étude de 2009. Quoi, du coup, L'ostéopathie. C'est très large. Aujourd'hui, on recense 400 thérapies complémentaires. Donc c'est vraiment très vaste, mais dans les études, les soins qui ressortent le plus, c'est homéopathie, ostéopathie, acupuncture, des plantes, massage, phytothérapie. Oui, c'est les grands naturopathie aussi. L'homéopathie le compte comme une pratique alternative. Ouais, tu le verrais comment? Dans la mesure où en France, c'est quand même un système qui est reconnu, y compris remboursé par la Sécu. Dans le milieu médical, c'est très controversé. C'est entre guillemets scientifiquement pas prouvé. Donc tu vas à l'hôpital, tu peux parler à un médecin pris au hasard d'homéopathie, il va te rigoler dessus. À l'hôpital, oui, mais en médecine de ville. Enfin, je trouve que c'est entre les deux parce que tu as en médecine de ville, tu as les médecins pros et les médecins en Il y a des gens qui sont en procès. La Sécu a tenté des procès contre des gens qui ont utilisé l'homéopathie. Autour de. Je ne sais pas si tu connais Martine Gardella. Oui, si tu veux, j'entends bien que c'est encore un peu alternatif et en même temps, je trouve que c'est curieux puisqu'il y a une partie de reconnaissance du fait d'une prise en charge, par exemple. Mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant comme domaine parce que entre ce qui est reconnu, légal, remboursé, c'est pas du tout les mêmes critères en fait. Donc c'est un grand magma de tout et n'importe quoi et pour un Français lambda, tu peux très vite te perdre en fait. Et alors, ce que j'ai pas très bien compris, pendant que tu fais ce documentaire et que tu fais cette recherche pour aboutir à cette, tu t'exerces la médecine concrètement ou t'es que documentariste et Je fais plein de choses, mais j'exerce plus la médecine. Je me vois plus tenir un cabinet et voir des gens 15 minutes parce que économiquement c'est juste pas possible. J'aurais pas d'énergie pour faire autre chose à côté. Ça c'est quelque chose qui manque vraiment en médecine, c'est que si tu veux innover et développer des approches nouvelles, il y a un minimum de respect du rythme de la personne, de ressourcement, de temps de ressourcement que tu peux pas avoir en milieu hospitalier ou même en médecine de ville ou en général. Si tu as un cabinet, tu travailles du lundi au samedi de 8h à 20h. Tu es frustré parce que tu n'as pas vraiment réussi à aider tes patients et tes patients sont frustrés parce qu'ils veulent leur médecin que 15 minutes. Et vous êtes plusieurs, vous avez un réseau en France Il commence à se monter. En fait, comme j'ai mon site maintenant qui a 1 an, j'ai de plus en plus de soignants, de médecins, de thérapeutes qui me contactent pour me dire ça m'intéresse, nous on est un groupe de soignants, on a envie de monter quelque chose, par quoi on peut commencer. Et le docu là, toute la masse d'images que tu as ramassées, J'ai un blog où je publie régulièrement des extraits d'interviews qui s'appelle Le Tour du monde de la santé intégrative. Et tu vas faire un montage global ou non, le but du jeu c'est d'avoir des morceaux? J'ai vraiment envie d'y retourner en fait. Et en fait j'ai vu des films comme Demain ou Enquête de sens qui sont vraiment incarnés et à chaque fois je suis allée rencontrer les équipes pour leur dire c'est génial votre documentaire, vous avez traité l'économie, l'éducation, mais où est-ce qu'elle est la santé? Ils me font mais ce serait un pan rien qu'à lui tout seul et il faudrait des gens comme toi pour le faire quoi en fait. Ça serait le projet. Mais du coup, parce que moi, ce que je comprends pas tout à fait, c'est que qu'est-ce que tu appelles du coup médecine intégrative? Parce que tout ce dont tu parles, c'est juste médecine alternative. Et non, c'est justement comment apporter au sein du milieu hospitalier conventionnel des approches qui vont faire que des patients hospitalisés peuvent avoir des cours de méditation, des séances de nutrition. Par exemple, la méditation, c'est en train de rentrer à l'hôpital. C'est médiatiquement, oui, mais concrètement, tu as envie d'aller méditer à l'hôpital Sainte-Anne, il faut déjà que tu sois, je ne sais plus avec qui j'ai discuté, c'est pas avec toi ou avec Benoît. C'est très compliqué en fait, c'est sectorisé les hôpitaux psychiatriques par exemple, et si tu n'habites pas dans le secteur de Sainte-Anne, tu peux pas rentrer dans cet hôpital si tu as un problème psychiatrique. Et même si tu habites et que tu rentres, c'est 6 mois de délai d'attente.
c'est pas du tout, en fait, l'offre, elle est... Pour faire une méditation. C'est ça, Christophe André qui est un fou de méditation. Pardon? À Sainte-Anne, t'as Christophe André. Ouais, mais tout le monde ne peut pas avoir accès... C'est quoi la définition de la médecine intégrative? Mais justement, Donc la définition de la médecine intégrative, il y a plusieurs niveaux de lecture possibles, mais le plus simple, en une ligne, c'est comment allier le meilleur des progrès technologiques avec le meilleur de sagesse ancienne. Après, si tu veux aller plus en profondeur, tu peux aller voir mon blog. T'as vu, ça s'appelle une vraie commerciale. Et le Hein. blog s'appelle En Le bas tour de du la monde carte. de la santé intégrative. D'accord. Et moi, l'article que j'ai trouvé, et pour le coup, j'ai fait pas mal de bibliographie pendant 5 ans, parce que j'étais dans un groupe de travail international à l'OTAN, sur la médecine intégrative, parce que l'OTAN s'intéresse à cette problématique. La définition que j'ai trouvée qui était la plus pertinente, c'est un article écrit par 2 Canadiennes, 2 chercheuses, qui résume en 16 points comment un centre hospitalier peut dire qu'il a un service de médecine intégrative. Et tu retrouveras le site web sur le podcast et le blog de Soirée Roger. Je m'apprêtais à lui demander les 16 points. Vous pouvez me suivre quand ils font les mômes, ils font des vidéos, là, qu'est-ce qu'ils disent à la fin. Il y aura un Revenez sur ma chaîne YouTube. L'année de mes 14 ans, j'ai vu pour la première fois les fesses d'une fille et la face d'un douanier. De ces 2 chocs mémorables, un seul sera compté ici. Alors que mes premiers dévergondages se fomentent au fond des salles obscures des cinémas de mon quartier et que je vagabonde chaque dimanche dans les stades du Var, je n'ai encore jamais franchi les limites de ma France natale. Sur mes cartes de géographie, les frontières sont représentées par des croix rouges, ce qui signifie forcément que quiconque tente de passer est immédiatement crucifié. En l'occurrence, ma première destination sera l'Espagne franquiste, terre de terreur, aux portes de laquelle on ne doit pas manquer de garrotter les gens. Alors que je plie bagage, un escadron d'images de verres pilés, de fils barbelés et d'instruments de torture assaille ma caboche d'adolescent convaincu que franchir une frontière est une épreuve redoutable, voire mortelle. Le train à crémaillère parti de Pau franchit les Pyrénées et dépose ma classe de 3e dans un lieu sordide, la douane. Nous sommes à la frontière espagnole et une peur bleue foncée me tiraille le ventre. Je n'ai pourtant rien à me reprocher, certes. J'ai une fois déclenché une bagarre générale sur un terrain de rugby, mais cela n'apparaît pas sur mon passeport tout neuf. J'ai aussi pompé de temps en temps en compo de maths, mais c'est pas écrit sur mon front. Et si je suis allé 1 ou 2 fois avec les grands voir les filles dans la basse ville, il n'est pas pour autant de casier judiciaire. Soudain, une petite voix perfide me rappelle qu'en Espagne, on enferme les communistes. Or, mon père vend l'humanité sur le marché chaque dimanche. Et je me souviens tout à coup que mon papet s'est fait attraper dans les Pyrénées en 1916, chargé d'oranges qu'il apportait illégalement en France. J'ai raison d'avoir peur. En Espagne, ils ne badinent pas, ni avec les rouges, ni avec les voleurs, d'après ce que j'ai compris. Ils ne badinent d'ailleurs avec rien. Je me présente devant l'homme, en apnée, tendant gauchement mon passeport qu'il saisit d'une main flasque. Il se met à consulter un gros registre, ne me donnant plus à voir que le dessus de sa casquette sombre. Sans même lever les yeux sur moi, il me demande d'un grognement caverneux. « Et vous avez parlé espagnol ?» À quoi je réponds un « si » quasiment inaudible. J'aurais pu aussi bien dire « no » ou « olé » tant mon esprit est embrumé de confusion. Il me tend alors mon passeport et j'allonge un bras timide avec la hantise de toucher sa main. She said, hello mister, pleased to meet you. Passé. Les pinces de crabe qui broyaient mes estampes se desserrent aussitôt, et les harpons plantés dans ma chair donnent du mou. D'un mouvement de tête, il m'indique la sortie, et je vais me précipiter, un feu d'artifice prêt à jaillir dans mes soutes, quand il me dit « Bienvenido en Espagne !» Je n'en crois pas mes oreilles. Bienvenue, le plus beau mot du monde. I wanna hold her, I wanna kiss her. She smells the daisy, she smells the daisy. She drives me crazy, she drives me crazy.
take her for a ride on a big jet plane. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Mercredi 8 juillet 1942. Chère Kitty, depuis dimanche matin, on dirait que des années se sont écoulées. Il s'est passé tant de choses qu'il me semble que le monde entier s'est mis tout à coup sans dessus-dessous. Mais tu vois, Kitty, je vis encore. Et c'est le principal, dit papa. Oui, c'est vrai, je vis encore. Mais ne me demande pas où ni comment. J'ai l'impression que tu ne comprends rien à ce que je te dis aujourd'hui. C'est pour ça que je vais commencer par te raconter ce qui s'est passé dimanche après-midi. À 3h, quelqu'un a sonné à la porte. Je n'ai rien entendu parce que j'étais paressement étendu sur une chaise longue, à lire au soleil, sur la terrasse. Margot est apparue, toute excitée, à la porte de la cuisine. Il est arrivé une convocation des SS pour papa, a-t-elle chuchoté. Maman est déjà partie chez monsieur Van Damme. Van Damme est un ami et un associé de papa. Cela m'a fait un choc terrible. Une convocation. Tout le monde sait ce que cela veut dire. Je voyais déjà le spectre des camps de concentration et de cellules d'isolement, et c'est là que nous aurions dû laisser partir papa. Il n'est pas question qu'il parte, affirma Margot, pendant que nous attendions maman dans le salon. Maman est allée chez Van Damme, demander si nous pouvons nous installer demain dans notre cachette. Les Van Damme vont se cacher avec nous, nous serons 7. Silence. Nous cacher. Mais où, en ville, à la campagne, dans une maison, une cabane, où, quand, comment? Cela faisait beaucoup de questions que je ne pouvais poser, mais qui revenaient sans cesse. Margot et moi avons commencé à ranger dans un cartable ce que nous avions le plus besoin. La première chose que j'ai mise, c'est ce cahier cartonné, puis des bigoudis, des mouchoirs, des livres de classe, un peigne, des vieilles lettres. La perspective de la cachette m'obsédait, et je fourrais n'importe quoi dans la sacoche, mais je ne le regrette pas. Je tiens plus aux souvenirs qu'aux robes. J'étais morte de fatigue, et j'avais beau savoir que ce sera ma dernière nuit dans mon lit, je me suis endormi tout de suite. Maman a dû me réveiller à 5h30. J'ignorais encore quelle serait notre mystérieuse destination. À 7h30, nous avons refermé à notre tour la porte, derrière nous. Le seul à qui il me restait à dire adieu, c'était Maud, mon petit chat, qui allait trouver un bon refuge chez les voisins. Les lits défaits, les restes du petit déjeuner sur la table, une livre de viande pour le chat à la cuisine, tout donnait l'impression que nous étions partis précipitamment. Mais nous nous moquions bien des impressions. Tout ce que nous voulions, c'était partir. Partir et arriver à bon port. Et rien d'autre. La suite à demain. Bien à toi, Anne. Watch out, the words behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. Bravo. Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes, dans le mur, au bord du gouffre. Comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu'il veut faire mal.
Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance. Nous avons chanté, dansé. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste c'était à la peine. Nous avons construit la vie meilleure. Nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées à l'air. Nous avons conduit 3 voitures. Nous avons vidé les mines. Nous avons mangé des fraises du bout du monde. Nous avons voyagé en tous sens. Nous avons éclairé les nuits. Nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche. Nous avons grossi. Nous avons mouillé le désert même, acidifié la pluie, créé des clones. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé. On a réussi des trucs carrément épatants, très difficiles, comme par exemple faire fondre la banquise, glisser des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, rien de moins, détruire un tiers des espèces vivantes, faire péter l'atome, enfoncer les déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni connu. Mais franchement, on s'est bien marré. Et franchement, on en a bien profité. On aimerait bien continuer. Tant il va de soi qu'il est plus rigolo de sauter dans un avion avec des tennis lumineuses que de biler des pommes de terre. Certes. Mais nous y sommes. À la 3e révolution, qui a ceci de très différent des 2 premières, petit astérix, la révolution néolithique et la révolution industrielle, pour mémoire et pour Mathieu qui n'est pas là, qu'on ne l'a pas choisie. On est obligé de la faire, la 3e révolution, demanderont quelques esprits réticents et chagrins. Eh oui, on n'a pas le choix. Elle a déjà commencé. Elle ne nous a pas demandé notre avis. C'est la mère nature qui l'a décidé, après nous avoir aimablement laissé jouer avec elle depuis des décennies. La mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, de gaz, d'uranium, d'air et même d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Sauvez-moi ou crevez avec moi. À l'exception des fourmis et des araignées, nous survivrons. Elles sont très résistantes et d'ailleurs elles sont peu portées sur la danse. Sauvez-moi ou crevez avec moi. Évidemment, dit comme ça, on comprend qu'on n'a pas le choix. On s'exécute illico. Et même si on a le temps, on s'excuse. Affolé, un peu honteux. D'aucuns, un brin rêveur, tentent d'obtenir un délai. S'amuser encore un peu avec la croissance. Peine perdue. Mais il y a du boulot. Plus que l'humanité n'en aura jamais. Nettoyer le ciel, laver l'eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l'avidité, trouver des fraises à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en laisser aux voisins. Relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est. Attention, ne nous laissons pas tenter, laissons ce charbon tranquille. Récupérer le crottin, pisser dans les champs. Pour le phosphore, on n'en a plus. On a tout pris dans les mines. On s'est quand même bien marré. C'est forcé. Réfléchir même. Et sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, être solidaire. Avec le voisin, avec l'Europe, avec le monde. Colossal programme que celui de la 3e révolution. Et pas d'échappatoire, allons-y. Encore, il faut noter que récupérer du crottin, et ceux qui l'ont fait le savent, c'est une activité foncièrement satisfaisante. Et qui n'empêche en rien de danser le soir venu. C'est pas incompatible. À condition que la paix soit là. À condition que nous contenions le retour de la barbarie, une autre des grandes spécialités de l'homme. Ça plus aboutit peut-être. À ce prix, nous réussirons la 3e révolution. À ce prix, nous danserons. Autrement sans doute. Mais nous danserons encore. Bravo. Bravo. Ça méritait un café. Merci pour les cafés. Donc on peut pisser dans les champs, ça fait partie de la 3e révolution. Même à la Défense, on peut pisser à la Défense. Toi, Même t'étais heureux. conforté. Ouais. Même dans les bacs à fleurs de la révolutionnaire, Défense. Ça raconte trop bien les histoires. Ouais, Ouais, elle est pleinement incarnée. Donc le phosphore, c'est ça que c'est en pissant dans des... C'est les alchimistes, en pissant dans les flocons, ils ont trouvé la pierre philosophale, qui ont trouvé le phosphore en force de brûler leur pisse, je crois, un truc comme ça. Donc ce que tu cherches dans les jardins de la Défense, c'est la pierre philosophale. Dis-le tout de suite. Présenté comme ça n'a pas la même valeur. On trouvait des mots comme ça. Controverse. Pour ou
bonheur. Moi, je suis contre. Alors, Qui moi, prenne les pas les indices. points. Atomique, atomique. Pas sûr. C'est travaillé chez Arnaud. Je me fais 41 ans. Allez, vas-y. Bon, C'est surfait, le bonheur, finalement. c'est ma petite rampe. C'est le moyen, pas le but. Il y a le PDG de Bonheur Compagnie à côté qui va se tourner. C'est ça, carrément. S'il y avait un championnat de France du bonheur, je m'inscrirais. Et peut-être que je ne gagnerais pas, mais j'irais au moins en quart de finale, peut-être même en demi-finale. Et puis je perdrais probablement contre un Yannick Noah ou un Mathieu Ricard, ou quelqu'un comme ça. Ça, c'est ce que je me disais en 2006. J'étais hyper heureux. J'étais hyper heureux. Dans ma vie et dans ma tête, j'avais coché toutes les cases de ce que peut être une vie la plus accomplie, telle que je me l'étais imaginé petit. Et donc je me disais, putain, mais voilà, organiser la compète, quoi. Et ben, d'ailleurs, cette compète, elle n'existe pas. Donc, je vais l'organiser. Et puis, peut-être que je gagnerai. Ou peut-être que je perdrai en demi-finale contre Mathieu Ricard ou Yannick Noah, ou quelqu'un comme ça. Ou peut-être quelqu'un d'autre, d'ailleurs, qui n'est pas connu pour l'instant. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, je vais organiser ce jeu-là, quoi. Je vais essayer je vais le fabriquer. Et j'imaginais quelque chose donc, qui était un mélange à la recherche de la nouvelle star, un jury, une tournée en France, des gens qui passent les castings, en fait, toi t'es pas mal, hop, t'es qualifié, toi, non, toi t'es bien. Donc ça, je me disais, il faut que ce soit par région, donc ça va être un peu comme Miss France. Il n'y a pas des fois où vous l'avez vu en train de chialer, ou en train de des grosses merdes qui lui arrivent dans sa vie. Il y avait des questions sur la chance. Est-ce que vous êtes chanceux ou chanceuse? Est-ce que vous pouvez le prouver? Donc ça c'était il y avait des questions aussi visuelles en disant si vous êtes championne ou champion du bonheur, envoyez-nous une photo de vous pour qu'on puisse vérifier que vous avez une bonne tête de championne. Donc on a reçu tout ça et l'idée c'était à ce moment-là qu'il y a un jury qui lise les dossiers de tout le monde et qui délibère et qui disent bon ben voilà, le champion du bonheur 2007 c'est telle personne. Donc le jury, on imaginait que ce seraient des personnalités très reconnues pour leur capacité au bonheur, comme Christophe André, des gens comme ça, et donc prendre des personnes d'horizons très variés. Et comme c'était juste de prototypage, on a fait ça avec ma femme, mon frère et la femme de mon frère. Donc, on a lu les dossiers entre nous. On s'est fait une soirée où on lisait les dossiers des autres participants. Le jury était tenu au secret professionnel, bien sûr. Et en fait, en lisant les dossiers de tous, on s'est aperçu qu'il se passait un truc incroyable, c'est qu'en fait, on recevait du bonheur à travers les témoignages des uns et des autres, qui avaient dit voilà pourquoi je suis heureux, voilà ce qui me rend heureux, voilà en quoi j'ai été chanceux, voilà les petits miracles que j'ai eu dans ma vie, voilà comment j'ai aidé les autres et que j'ai reçu au centuple. Et donc on recevait tout ça, tous les quatre, et on se disait non mais c'est génial pour nous et c'est dégueulasse pour tous ceux qui ne reçoivent pas ça, quoi. Parce que là on est en train de se gaver du bonheur des autres et du coup on a ressenti l'idée ou l'envie de faire profiter aux autres de ça. Donc quelques jours après, un email est parti aux 20 participants leur disant si vous êtes d'accord, en fait le dossier de chacun va être partagé avec tous les autres. Parce que nous, le jury, on l'a lu, et en fait, il y a 19 dossiers ou 20 dossiers qui sont géniaux. Vous connaissez que le vôtre. Si vous lisiez les 19 autres, vous verriez à quel point c'est fabuleux de lire du partage de bonheur comme ça. Et sur la vingtaine, quasiment tout le monde a accepté de partager. Et donc on a envoyé les dossiers à tout le monde a lu les dossiers des autres, et là c'était du feedback fabuleux, quoi, génial, je me suis reconnu dans les petits bonheurs d'un tel, ou ah oui tiens ça j'avais oublié, ça m'a fait prendre conscience que j'avais une vision étriquée de mon bonheur et qu'il y a plein de trucs que je prends même pas le temps de célébrer et que j'ai vu célébrer dans tel autre dossier, et du coup ça m'a... Donc les bonheurs des uns renforcer les bonheurs des autres, on s'est dit bon, on a une machine en fait
fabriquer à partager du bonheur. Donc c'est cool. Et on va continuer. Donc l'année suivante, on a réorganisé ça en invitant d'autres personnes, toujours dans les proches et plutôt par bouche à oreille, en disant, on vous prévient, en fait, c'est un jeu. Alors, pour l'anecdote, le jury, en 2007, avait quand même décidé que parmi tous les dossiers, il y avait celui d'Élodie, qui franchement était fabuleux, quoi. Encore plus fabuleux que les autres. Et donc, on a dit à Élodie, en fait, c'est toi la championne du bonheur 2007. Et donc, elle était enchantée. Il lui est arrivé 2-3 bricoles dans sa vie, très peu de temps après. Et donc, ça, je l'ai su par Élodie plus tard. Et c'était des bricoles pas très agréables, quoi. Et quand ces choses lui arrivaient, donc dans les semaines qui suivaient son obtention du titre de championne du bonheur, elle se disait mais putain, c'est pas possible, quoi. Ça peut pas m'arriver, je suis championne du bonheur 2007 là. C'est quoi ces merdes qui arrivent dans ma vie, quoi. Donc, voilà, avec le recul, il y avait une sorte d'ironie je rédige mon dossier, je suis élu, et puis la roue tourne, quoi. Donc ce qui peut-être aussi nous a appris que le bonheur n'est pas un truc toujours très solide, quoi, et que parfois c'est hyper fragile et qu'au moment où on le pose, il est déjà terminé. Ça rigole pas sur le pays. Les avancées de ce jeu, donc qui est resté sur un rythme annuel donc depuis 2007, c'est que on a dit finalement qu'il n'y aurait pas de jury de pseudo-experts, que le jury ce serait l'ensemble des participants. Donc une fois que chacun a participé, chacun est invité à venir délibérer après avoir lu les dossiers de tous les autres pour savoir quels sont les dossiers auxquels on donne des coups de cœur, la palme d'or en quelque sorte, ou les prix spéciaux du jury. Et donc c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'écriture où on répond donc à des questions qui ont un petit peu évolué au fil du temps. Maintenant, là, depuis 4-5 ans, elles sont stabilisées. Il n'y a plus les témoins de bonheur études, ça on a laissé tomber. Je pourrais vous donner le détail des questions. Rien que les questions, rien que les lire, et alors encore plus d'y répondre, ça aide à descendre sur aller s'introspecter un peu sur le bonheur, et aussi par moment remettre le bonheur à distance. Par exemple, une des questions, c'est qui d'autre que vous mériterait le titre de champion ou championne du bonheur? Ça fait partie des épreuves de la compétition, entre guillemets, puisque c'est pas vraiment une compétition. Il y a une question qui s'appelle bon joueur, bonne joueuse. Qu'est-ce qui se passe? Quelle serait votre réaction si ce n'est pas vous qui êtes désigné championne du bonheur? Champion ou championne du bonheur, pour s'assurer qu'on n'est pas en train de pourrir la vie. Si quelqu'un nous dit ah bah c'est dégueulasse, je me suis suicidé. C'est facile, c'est comme ça, pourquoi pas champion du bonheur? Alors, on peut aussi essayer de le remplir comme ça pour voir. Donc maintenant, enfin ces dernières années, la forme que ça prend, c'est que ça se fait sur une journée. Et donc sur une journée, on a ce temps de rédaction. Donc, on peut être un groupe d'une dizaine de personnes. On rédige, on fait un petit break où chacun a apporté un aliment bonheur et donc un peu de convivialité à se restaurer. Et puis on finit nos dossiers. Ensuite, chacun lit ses réponses aux autres. Et puis un dernier temps de délibération, de feedback. On se dit ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu. Et donc ça, c'est une machine à produire et partager du bonheur. Et donc Stéphane, tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que je ferais pour faire monter la France sur le podium des pays les plus heureux au monde. Je proposerais, j'inviterais des gens à jouer à Champion du bonheur. Et là, c'est le cas. Je vous invite, si ça vous chante, on peut s'en faire une. Par exemple, au printemps. L'hiver, il fait un peu frais. Au printemps ou à l'été, on peut s'organiser ça entre nous. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est que c'est juste un truc que je n'ai pas compris, c'est tout le temps les mêmes personnes, c'est ça? Non, chaque fois qui veut vient. Donc il y a quelques personnes qui ont joué plusieurs fois, plusieurs années de suite. Il y en a un qui joue depuis le début et qui essaye désespérément de gagner. Il s'appelle Benoît. En fait, tu as fait un peu le jeu pour gagner, mais tu as juste mis d'autres candidats. C'est ça, j'ai fait le jeu pour gagner, j'ai jamais gagné. Si ce n'est que j'ai gagné ça, parce que ça a fait rentrer le bonheur dans ma vie de manière
très très forte. Et les rencontres, les partages qu'il y a eu autour de Champions du Bonheur ont été tous plus magiques les uns que les autres. Et je comprends que ça génère ça. Il y a quand même une question, c'est que, ok, on n'est pas tous égaux par rapport au bonheur. Cela dit, le fait de créer un championnat, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, qui méritent plus que d'autres, ou quoi que ce soit. Je comprends que ça génère du bonheur, mais je suppose que tu t'es de toutes les façons posé la question, et donc tu vas pouvoir répondre, mais est-ce que c'est pas un truc où on devrait justement tendre à être tous égaux par rapport à ce bonheur-là, plutôt que d'essayer d'identifier qui est le champion du bonheur? Tout à fait. Alors, par rapport à ça, on revient à quelque chose que Pierre de Coubertin avait dit en disant l'essentiel c'est de participer. Là on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que décider d'être champion ou championne du bonheur, au sens un ambassadeur du bonheur, quelqu'un qui est un défenseur du bonheur et pas un champion compétitif, un champion, Nelson Mandela, champion de la démocratie, ou champion d'une forme de résistance pacifique. Donc, champion du bonheur dans ce sens-là, pas dans le sens compétiteur, il suffit de participer pour l'être. Donc, au fond, à l'instant où je décide de jouer, de remplir et de partager, de me pencher sur mon bonheur et de me dire, bah oui, en fait, je suis champion du bonheur. Et donc c'est champion qui a un buzzword, alors qu'effectivement dès que tu entends ambassadeur, je trouve que c'est un mot beaucoup plus positif à ce moment-là. L'expression champion du bonheur crée une petite tension justement qui fait quoi? Du coup je partage juste pour terminer. En 2007, j'avais contacté Christophe André pour lui dire j'imaginais qu'il serait l'associé dans la boîte de prod, qui serait la caution scientifique et que comme ça on pourrait revendre la boîte 100 millions de dollars en bémol quand ça aurait bien cartonné sur TF1. Et donc j'ai pu avoir un rendez-vous avec lui TF1, la chaîne du bonheur. À Sainte-Anne, sponsorisé par le Club Med et par le Caractère Président et MMA. Non, pas MMA. Clairement, les assurances, elles vont. Donc Christophe André me dit donc c'est quoi votre truc, champion du bonheur? Champion du bonheur. Ok, si vous faites du bonheur une compétition, je suis très inquiet des dégâts que ça va causer. Et il montre son divan et me dit, et moi c'est ici que je vais réparer les dégâts. Il est resté premier degré, c'est dommage. Donc là j'ai fait, et il m'a pas signé tout de suite les statuts de la boîte, il m'a pas être associé tout de suite. Et il m'a dit, bon, donc je vais montrer les questions, et je vais montrer un exemple de dossier. Il m'a dit, ah ok, il me dit, bon, ouais, ok, bon, ça fait plus, vous êtes peut-être heureux et ça vous fait peut-être plaisir aux gens qui vous aiment, mais quand on est heureux, ça crée un devoir de modestie et de partage. Donc repartez avec ça, sur la modestie et le partage, et puis voyez si vous êtes capable de partager votre bonheur. Et du coup, c'est ce qui s'est passé sur les premières éditions. Et l'année suivante, quand on lui a envoyé le petit livre qui était la compilation de tous les dossiers des participants, il a pu juger sur pièce de ce qui avait été partagé et le niveau de non-compétition qu'il y avait. Et il nous a dit, ok, je suis d'accord d'être votre parrain pour l'année suivante. Donc il avait évolué positivement. J'ai apporté quelques livres si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. Un champion, c'est celui qui combat en champ clos pour soutenir une cause. C'est ça. Tu dis quoi? Le premier terme, l'original, c'est celui qui combat en champ clos pour soutenir une cause. Et la définition de champion. L'étymologie de champion. Merci. Merci à toi. Je peux juste rajouter quand même une petite chose parce que on entre nous. C'est naturel. Entre 3 et 7 minutes de talk, là, à 15. Oui, mais comme on en a un de moins, ça va. Ou deux de moins, ça va. Et non, et la question que je te posais tout à l'heure, c'était s'il y avait un critère, alors le championnat, je serais ravi d'y participer, mais s'il y avait un critère que tu mettrais en place en France pour que les Français soient plus heureux, quel serait-il? Et je vais donner l'exemple de ce que je pense. C'est que j'ai tendance à penser que sur une échelle de 0 à 10, même si peut-être qu'on ne devrait pas mesurer le bonheur, mais on a tendance à, si on considère qu'à 10 on est heureux et à 0 on n'est pas heureux, on a tendance en France et dans certains pays à se dire je construis mon bonheur à partir du fait que j'en ai pas. Et donc chaque chose, et donc c'est très difficile de construire le bonheur.
Si on part d'en haut, en se disant bah, par défaut, je suis heureux, j'ai du bonheur, quand il se passe un truc qui va pas, bon, bah, on descend sur l'échelle des 0 à 10, on descend à 9, puis à 8, puis à 7, mais bon, quand on est 7, 8, 9, on est encore pas mal. Pas mal, donc c'est plus facile de remonter quand il se passe quelque chose de bien. Donc il y a certains critères. Un qui me plaît beaucoup, c'est la confiance, où si on arrive à créer une société de confiance, comme ça existe un peu mieux dans d'autres pays, on arrive à partir de 10 sur l'échelle du bonheur, et à partir de là, on a plus de chances d'être heureux. Et des petits gestes auxquels je pensais justement, voilà, c'est ça, bah, tes souhaits. On parlait de Kos, qui vendait pendant l'été des jus d'orange, c'est cette épicerie qui vend des jus d'orange de temps en temps à 1 euro, mais il faut aller faire la queue pour aller payer son 1 euro. Pourquoi pas se faire confiance et dire tu vas pouvoir, tu vas juste chercher un verre, tu mets 1 euro dans la caisse, comme on paye un journal en Angleterre ou dans d'autres pays, et tu te sers ton jus d'orange et puis je te fais confiance. En Italie, ça se fait avec le cappuccino. Voilà, comme ça peut se faire dans plein de pays, mais ce genre de petites actions peuvent générer de la confiance, donc du bonheur, et à démarrer sur l'échelle de 10, dans l'échelle du bonheur. Voilà ce à quoi je pensais. Mais moi, je pensais à un truc qui est que ce que j'aime bien dans l'idée, c'était un livre de Mathieu Ricard où tu comprends que le bonheur, il y a une partie qui est génétique, en fait, à laquelle tu peux pas grand-chose, une partie, je sais plus ce que c'est. Les comportements. Probablement les circonstances, oui. Et puis une partie sur laquelle tu peux agir. Je ne sais plus les pourcentages, mais... Ça dépend des études, ouais. mais encore aujourd'hui, ces études, pour moi, elles sont même plus valables parce que même si tu as un terrain génétique, tu as l'épigénétique, c'est-à-dire comment tu vis, comment tu digères ton quotidien, qui fait que même si tu as des gènes qui ne sont pas pro-bonheur, si tu as un mode de vie qui fait que tu es épanoui, ils ne vont pas s'allumer. Enfin, en tout cas, cette idée qu'il y a une partie sur laquelle tu peux agir. Ce que j'aime bien dans ton idée, c'est que je pense qu'on devrait au moins faire ça peut-être une fois par an chacun, relire sa vie ou son année en se disant ouais, qu'est-ce qui m'a rendu heureux. Et c'est un peu ce que tu vas nous faire faire, je crois, parce que j'avais un peu regardé ton truc la dernière fois. Et en tout cas, c'est cette idée que voilà, c'est le point de vue qu'on met sur sa vie. Il y a objectivement des moments qui sont parfois très durs, mais il y a aussi des moments où, c'est cette idée de résilience etc. Et parce que je ne suis pas sûre que dans tes participants, tout le monde soit des champions du bonheur à 150%. C'est plutôt comment tu arrives à lire ta vie et comment du coup tu remets une espèce de dynamique. Vous lirez les dossiers si vous avez envie de les lire et vous pouvez voir que les lauréats, c'est pas les personnes mais c'est les dossiers d'ailleurs, donc c'est un récit, c'est pas une personne. Ouais. C'est le récit de Valérie en 2011 qui fait que ce qu'elle a raconté a le plus parlé au plus grand nombre et c'est pas forcément des personnes qui ont le bonheur bling bling ou le bonheur ultra bright comme on peut imaginer.